D'avoir fait avec autant de précision. Et concernant le rectificatif, nous ne faisons pas du tout de parallèle entre la Tunisie et la Libye. C'est justement parce que la Libye est bien plus dangereuse que la Tunisie que nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas que les personnes qui n'ont plus de solution soient obligées d'y retourner. Puisqu'il y a déjà des gens qui étaient à Choucha, qui de désespoir de ne pas avoir réussi leur demande d'asile, ou même des gens qui avaient le statut de réfugiés, par exemple des Somaliens, mais qui n'avaient pas de possibilité d'être réinstallés dans d'autres pays que la Tunisie, sont partis en Libye. Il y en a qui sont à Malte, il y en a dont on n'a pas de nouvelles, qui sont peut-être morts en mer. Donc non, la Tunisie n'est pas la Libye. Il faut absolument éviter que les réfugiés soient contraints de retourner en Libye, faute d'assistance suffisante. Sur le fait que Choucha va fermer, oui, donc nous sommes d'accord, le but n'est pas de laisser des personnes dans le désert, le but n'est pas de les y laisser dans ces conditions-là. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a été ouvert dans un lieu aussi isolé? Pourquoi est-ce qu'il a été laissé? Pourquoi est-ce que depuis 2 ans presque, ces gens-là sont collés à la frontière libyenne et loin des médias, loin des associations, loin de la capitale et du gouvernement qui devrait y prêter plus attention? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, après la crise libyenne, donc sont arrivés en Tunisie et ont été placés à Choucha, alors même qu'il y a un système donc de demande d'asile auprès du HCR qui existe à Tunis, ou peut-être ailleurs en Tunisie, mais en tout cas qui existe ailleurs que dans le camp de Choucha? Pourquoi est-ce qu'on y a ajouté des personnes après la fin de la crise, notamment des personnes arrivées par la mer? Sur les rejetés, oui, nous parlons d'une minorité, et oui, nous parlons de personnes qui viennent de certains pays qui ne sont pas stables. La Côte d'Ivoire n'est pas stable en ce moment, le Mali n'est pas stable, le Tchad n'est pas stable, et si justement la procédure de reconnaissance du statut de réfugié est une procédure individuelle, les réfugiés ont le sentiment qu'il y a eu des rejets collectifs. Et je pense notamment au Tchad ou à la Côte d'Ivoire, où l'immense majorité des personnes ont été rejetées. Et par contre, sur la justice de la procédure, j'aimerais quand même souligner le fait que quand on fait une demande d'asile au HCR, il n'y a pas d'instance d'appel. Il n'y a pas d'instance de contrôle comme un tribunal de première instance a une cour d'appel. Le HCR traite les premières demandes, le HCR traite les appels. Quand on a une procédure juste avec un procès équitable, le rejet de la première décision est motivé pour que l'appel puisse être motivé par le requérant. Ce n'est pas le cas au camp de Choucha, et c'est une situation qui a été dénoncée par le HCR en Grèce, qui est un pays de l'Union européenne. La Grèce ne justifiait pas ses refus d'asile, ça a été condamné par le HCR. Donc il serait juste que les personnes qui reçoivent des rejets, en première ou en deuxième instance, reçoivent des rejets motivés, pour que les appels puissent être motivés et pour que l'assistance puisse être bien faite, si toutefois il y en a. Concernant la réinstallation, la revendication ne s'adresse pas seulement au HCR. Nous savons que le HCR n'est pas tout puissant sur la réinstallation, et elle s'adresse aussi aux pays susceptibles d'accueillir les personnes qui ont été reconnues réfugiées au camp de Choucha et qui ont tous des ambassades en Tunisie, qui sont très conscients de la situation tunisienne et de l'absence de système d'asile en Tunisie. Et nous sommes d'accord, il s'agit d'une minorité, d'une toute petite minorité. On parle de quelques centaines de personnes, et ces quelques centaines de personnes, aucun pays n'en veut. Pourquoi est-ce que c'est un tel problème pour l'Union européenne, qui a plusieurs centaines de millions d'habitants, d'accueillir quelques centaines de personnes qui sont bloquées à la frontière libyenne et qui ont fui une guerre qui a été menée par les financeurs d'organisations comme le HCR et qui ont bien les moyens de faire la guerre? Quel moyen financier cela représente
400 ou 800 personnes, suivant entre les déboutés et les personnes qui ne seront pas installées. On n'atteint même pas 1000 personnes. En quoi est-ce que c'est un problème pour les pays occidentaux d'accueillir moins de 1000 personnes qui ont fui un conflit qui a été mené par l'OTAN? Moi, je suis vraiment très très surpris que de telles choses se passent. Et je pense que l'idée qui existe derrière, c'est l'idée de l'appel d'air. C'est-à-dire que les gouvernements européens considèrent que dès qu'ils acceptent d'aider des gens, dès qu'ils acceptent de donner des cartes de séjour, cela attire d'autres migrants. Et c'est le grand mythe qui s'est produit aussi au moment de la révolution tunisienne, de la vague migratoire, du tsunami migratoire, ou de tous les termes racistes que les gouvernements européens peuvent utiliser contre des gens qui quittent leur pays pour chercher une vie meilleure. Il n'y a pas d'appel d'air. Il n'y en a pas eu quand l'Union européenne s'est élargie. Il n'y en a pas eu quand on a supprimé les visas pour les Albanais. Il n'y en a pas eu à chaque fois qu'on a donné la liberté de circulation. C'est une minorité de gens qui ont émigré. Et le nombre de personnes qui ont migré n'a pas changé, c'est simplement le nombre de morts qui change. Parce que les gens, s'ils ne peuvent pas partir en étant réinstallés, eh ben, ils prendront la mer ou ils partiront en Libye et il y aura de nouveau des morts. Sur le maintien des services, c'est une simple question d'assistance à personne en danger. Les gens n'ont pas de solution, il faut quand même qu'ils puissent continuer à manger et à être abrités. C'est une question d'urgence, ce n'est pas quelque chose... Voilà, nous ne souhaitons pas le maintien du camp de Choucha, encore une fois. Sur la situation critique, j'aimerais vraiment éviter que des réfugiés aient à se trouver dans une situation critique pour que les organisations, et pas seulement le HCR, réagissent. Il y a des gens, heureusement, qui sont en bonne santé, il y a des gens qui le sont moins. Il ne faudrait pas que des gens continuent à vivre dans cette zone-là après la fermeture du camp ou se fassent appréhender par les autorités n'ayant pas le statut de réfugié et se fassent refouler vers la Libye ou dans le désert. Enfin, il y a des risques qui pèsent sur ces personnes. Il n'y a pas besoin que les personnes soient mourantes pour réagir dans une telle situation d'urgence. Et enfin, sur les demandes des employeurs, il serait bien, avant que les employeurs tunisiens viennent demander de la main-d'œuvre, que le gouvernement tunisien, et là je ne m'adresse pas à vous, mais que le gouvernement tunisien donne des permis de travail aux gens. Les gens qui demandent à travailler, c'est pas de la chair à canon. Il faut que ça soit encadré et il faut que les droits soient respectés. Il y a des réfugiés qui travaillent à Ben Gardan. Les réfugiés travaillent, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir de l'argent. Et quand il y a un patron qui ne leur verse pas leur salaire, personne ne les aide, la police ne les aide pas. Et de toute façon, ils n'ont ni contrat, ni statut juridique. Donc, ils n'ont pas de moyens de recours légaux. Donc effectivement, oui au permis de travail, mais non au marché d'une main-d'œuvre qui serait vulnérable et facile à exploiter. J'en appelle au rôle des organisations internationales qui sont responsables de ce genre de questions. Et sur le retour volontaire, je vous conseille à tous de regarder le film qui s'appelle Le Piège d'Alexandre de Reims. Le Forum tunisien avait organisé une projection de ce film. Les gens qui dépensent plus de 5 000 $, qui vendent des terres, qui vendent leurs biens, qui partent pour l'Europe, leur objectif c'est d'aller en Europe, qui se retrouvent dans le conflit libyen, puis ensuite au camp de Choucha. Quand l'OIM propose 700 $ ou 1000 $, ou quelque chose qui est entre 10 et 15% de ce qu'ils ont payé pour arriver jusque-là, pour faire l'ensemble du trajet inverse, c'est très humiliant. Et je pense que ça peut être très blessant, et avoir aussi des conséquences sur des personnes qui n'ont peut-être pas le statut de réfugiés, mais qui, si ils ont traversé le Sahara, voire plus, pour aller chercher une vie meilleure, c'est qu'ils avaient sûrement leurs bonnes raisons, et de très bonnes raisons. Voilà, je vous remercie.